Les universités des mairies de l'Ouest parisien 2023, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV78 pour cet événement depuis les pyramides du Port-Marly au programme de l'UMOP. 25 conférences thématiques, des tables rondes et ateliers, 70 intervenants et près de 2000 participants et toute la journée sur TV78, des émissions spéciales qui vous sont proposées. On a commencé tout à l'heure avec la rénovation énergétique des écoles, mais aussi à venir des entretiens avec les personnalités politiques qui sont présentes pour ce rendez-vous. On va présenter avec mes deux invités qui m'ont rejoint ici sur ce plateau installé au cœur des pyramides du Port-Marly, cette édition 2023 de l'union de ces universités des mairies de l'Ouest parisien. Alors, pour présenter mes invités, on a Jacques Kozowski, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président de l'association des maires des Hauts-de-Seine, maire de la commune de Courbevoie et vice-président également de l'établissement public territorial Paris-Ouest La Défense. Et à ma gauche, Pierre Font, bonjour. Vous êtes le président de l'Union des maires des Yvelines, maire de la commune de Sartrouville, président de l'agglomération Saint-Germain-Boucles de Seine et j'ajoute également que vous êtes vice-président du conseil départemental des Yvelines. Alors messieurs, pour commencer, si vous le voulez bien, on va prendre la machine à remonter le temps et revenir à l'édition de l'an passé pour commencer. Il y a un an, ici même, vous parliez d'un contexte, je vous cite, plombé, quelque peu plombé à cause notamment des craintes des élus, alors plus particulièrement sur les difficultés financières liées à l'énergie, aux matières premières et aussi plus généralement à l'économie en général. Quel est le moral des troupes tout simplement cette édition 2023? Est-ce que le contexte s'est amélioré ou au contraire est-ce qu'il a empiré? Le contexte ne s'est pas amélioré. C'est en grande difficulté. Vous parlez des fluides. En ce qui concerne, disons, notre ville, de 4 millions en 21, nous sommes aussi à 10 millions en 22. Donc ça ne s'est pas du tout, disons, arrangé. Donc on a de plus en plus de difficultés. En plus, vous parliez des finances. On a eu aussi, disons, des augmentations pour les fonctionnaires. Et c'est une chose, bien entendu, qui est très grave, qui est très bien et nous l'acceptons. Simplement, c'est 4 millions d'euros aussi. Donc petit à petit, on s'aperçoit qu'on a beaucoup d'augmentations sans avoir les recettes, si vous voulez, en face. Pierre Font, les années passent, les difficultés augmentent, persistent? Oui, je peux confirmer ce que dit Jacques. Et plus globalement, d'ailleurs, les communes se retrouvent comme les ménages français, c'est-à-dire confrontés à l'inflation, confrontés à des augmentations de prix. On peut parler énergie, comme on en parlait l'an dernier, mais quand je vois, par exemple, les problématiques sur les cantines scolaires, avec l'augmentation des prix qu'on ne peut pas répercuter sur les familles, on est dans la même situation. Donc une situation financière de plus en plus tendue. Il y a un an, ici même, on parlait des conséquences directes sur les communes de la guerre en Ukraine. On parlait notamment des conséquences en matière d'énergie. Il y a eu un événement assez catastrophique aussi cette année pour les communes, qui est celui des émeutes urbaines qui se sont déroulées fin juin, début juillet. 140 communes en Ile-de-France qui ont été touchées. J'ai envie de dire une mauvaise nouvelle de plus, avec des stigmates qui se voient encore parfois sur les communes. Il ne faut pas se méprendre, on n'est pas là pour se plaindre. On dit simplement c'est des chiffres réels, si vous voulez. On essaie bien entendu de réagir. À partir du moment où on a des dépenses, il faut qu'on essaie de faire des économies. Donc on ne vient pas pleurer, on dit simplement attention, on ne va pas pouvoir continuer comme ça éternellement. Alors vous ne venez pas pleurer, mais quand même ce contexte des émeutes urbaines n'a pas arrangé aussi la situation, on l'imagine. D'abord, ces émeutes, c'est un contexte qui est dramatique. Dramatique au sens où, qu'est-ce qu'on a vu pendant 3 jours? La volonté de certains de détruire toute une série d'équipements publics et privés également, puisque des commerces ont été, des entreprises pillées sur l'ensemble du département. Moi, j'ai un chiffre que je trouve affreux. Je crois qu'il y a eu 280 en France, 280 groupes scolaires brûlés en l'espace de 3 jours. C'est-à-dire pour les communes concernées, l'obligation de reconstruire ou de retrouver. Voilà, donc c'est un contexte terrible, c'est un choc extrêmement fort. Alors, bien évidemment, on a tendance après à oublier, à passer à autre chose, à tort. Quand je vois dans les Yvelines, par exemple, la commune de Verrières, sur 4 groupes scolaires, 3 détruits, plus d'autres équipements. Enfin, c'est quelque chose d'inouï et que nous n'avions jamais connu qui vient de se passer là. Oui, la commune de la Verrière où les élèves ont dû même faire leur entrée dans d'autres locaux. Et grâce à des financements de la région, du département, de l'État, pour pallier aux très grandes difficultés de la commune. Et ce n'est pas une commune isolée, il y en a beaucoup comme ça. Donc on est vraiment dans un contexte qui est un contexte de plus en plus tendu, qui est difficile. Et même si on n'est pas là pour se plaindre, les maires, les élus sont au premier rang pour essayer de faire face et de répondre aux demandes de leurs concitoyens. Bon, vous faites la transition, j'allais vous poser la question. Ça montre une fois de plus que le maire est en première ligne et parfois seul face à ces problématiques. Le problème est là, c'est qu'on a connu des périodes où on avait beaucoup plus de facilité, on nous écoutait un peu plus. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc il va falloir quand même réagir. Et réagir avec qui?
Donc on essaie de poser des questions par l'intermédiaire de nos sénateurs, de nos députés, mais les réponses ne sont pas toujours celles qu'on voudrait. Et Pierre a tout à fait raison, on a connu une période difficile, hein, ne serait-ce que quand on a les émeutes de Nanterre ont fait beaucoup de difficultés pour nous et pour tous. On a essayé d'améliorer, disons, quand même la sécurité, mais la sécurité, ça a aussi un coût. Et ce coût, disons qu'il faut toujours l'assumer. Donc ça devient très très difficile, franchement. Alors tout au long de ces émissions, il y a des étudiants de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye qui vont venir poser des questions directement à nos invités. On va commencer avec un premier étudiant qui va nous rejoindre, c'est Léo Thibault. Je vous en prie Léo, venez vous asseoir sur notre plateau ici aux Pyramides. Léo qui avait une question sur notamment le phénomène de démission qui peut intervenir chez les élus là dernièrement. Oui, le président de l'Association des maires de France a alerté dans le Figaro sur la grande démission des élus, plus de 4000 depuis 2020. Donc j'avais une question qui était un peu double. Comment lutter contre cette grande démission et comment prévenir la crise des vocations des élus municipaux à venir? Alors je pense qu'il faut d'abord regarder dans certaines régions, c'est pas partout pareil. Je pense que quand vous êtes dans un petit village, ce qui n'est pas le cas dans les Hauts-de-Seine, bien entendu, quand vous êtes dans un petit village, on peut se poser des questions. Quand on est dans les Hauts-de-Seine, on parlera des Yvelines pour Pierre, on n'a quand même pas de démission. On a des gens qui veulent arriver à faire quelque chose, tout simplement parce qu'ils se sentent aidés. Vous commencez à faire une démission, c'est quand vous avez frappé à toutes les portes et que toutes les portes se sont fermées. Pierre Font? Oui, on a un phénomène, ce phénomène existe, hein, et pas seulement en ce qui concerne les maires, mais l'ensemble des élus municipaux, les conseillers municipaux, les maires adjoints. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une difficulté inhérente à la fonction d'élu aujourd'hui dans sa relation avec la population qui peut être très exigeante. On a parlé des problèmes de moyens financiers et de difficultés à faire et à essayer de répondre aux demandes qui sont nombreuses. Il y a aussi quelque chose qui, à mon avis, devrait être à notre portée, c'est lutter aussi contre les normes et la complexité. On avait une petite réunion tout à l'heure avec des élus. On voit bien que par rapport à ce qui se faisait il y a plusieurs années, aujourd'hui, pour mener un projet, c'est des années en plus. Donc ce n'est pas seulement le coût, c'est également la procédure administrative qui s'est complexifiée, qui s'est rallongée, avec de multiples recours possibles. Et donc, pour l'élu qui porte des projets, comme pour le citoyen qui attend l'amélioration de sa vie quotidienne, il y a une certaine incompréhension et pour certains une lassitude. Il y a une chose qui me permet d'ajouter, parce qu'on n'ose jamais en parler. C'est l'indemnité des élus. On va me dire, ah oui, quelle catastrophe. Non, il faut savoir, si vous voulez, l'indemnité des élus dans des villes, elle ne permet pas à un couple avec des enfants de vivre. S'il n'a pas un deuxième mandat, ça sera difficile. Ou alors il est obligé de continuer son travail qu'il avait. Mais être maire dans certaines communes, plus de travail en plus, on n'y arrive pas. Donc il y a peut-être aussi quelque chose à avoir en réflexion. Alors je sais, quand on parle toujours de cela, on dit oui, mais les élus gagnent. Non, c'est facile. Vous regardez sur Internet et vous voyez tout de suite l'indemnité des élus. D'ailleurs, ce n'est pas un salaire. Vous remarquerez, c'est une indemnité. Donc ça aussi, ça peut jouer aussi beaucoup. Parce que vous ne pouvez pas prendre, disons, votre responsabilité en prenant tout le travail d'une mairie sans, de l'autre côté, avoir au moins quelque chose qui puisse vous permettre de vivre. Donc c'est pour ça aussi que certains élus se disent, après tout, pourquoi donner plus alors que je n'aurais pas, autant rester dans mon travail. Donc il y a peut-être aussi cette partie-là de démission. Merci beaucoup Léo, et dans quelques instants, il y a un nouvel étudiant de Sciences Po qui nous rejoindra sur ce plateau. Je vous laisse partir tranquillement. C'est aussi des maires, alors malgré aussi ce contexte tendu, des maires qui sont aussi malheureusement pointés du doigt. Dernièrement, alors un exemple, c'est la hausse de la taxe foncière dans leur commune. Quand vous entendez Emmanuel Macron, le président de la République, dire que ce n'est pas la faute du gouvernement si la taxe foncière augmente, que c'est les communes qui décident et que c'est, je cite, un scandale quand des élus osent dire que c'est la faute du gouvernement, ça vous inspire quoi, Pierre Font? Vous savez, un budget communal, c'est comme un budget familial, il y a une partie recette, une partie dépense. La dépense, elle est en hausse dans tous les domaines. Même si vous, à la rigueur, vous ne faites rien, comme on le disait, vous allez payer votre gaz, votre électricité, vous allez payer vos agents, et voilà. Et donc, la dépense augmente. En face, qu'est-ce qu'il y a comme recette? Le gouvernement du précédent président a quasiment supprimé les dotations globales de fonctionnement pour la quasi-totalité des communes. C'est plusieurs millions par collectivité publique qui a disparu. Donc, restait des ressources fiscales, la disparition de la taxe d'habitation, qui est sûrement très sympathique pour celui qui paye, c'est un drame à double niveau. D'abord parce que ça fait perdre aux communes la maîtrise d'une partie de leurs recettes, et ça renvoie uniquement sur les propriétaires la contribution fiscale au fonctionnement des communes. Dans ma commune, par exemple à Sartrouville, les propriétaires, c'est 52%.
52% des gens payent pour la totalité des services publics consommés par l'ensemble des habitants. Donc ça crée un biais et une injustice. Et ça, c'est la loi. Donc voilà. Alors les communes qui ont dû augmenter les taxes, les taxes foncières, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et si vous prenez Alors il y avait déjà aujourd'hui... une hausse légale en plus. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et c'est très bien. L'État décide d'une augmentation du point de la fonction publique, justifiée pour suivre l'inflation, sauf qu'il ne prévoit aucune recette de l'autre côté. Et donc comment plus payer les fonctionnaires municipaux, les agents municipaux, sans avoir de possibilité d'action sur les recettes? Donc les gens sont coincés. Alors qu'est-ce qui va se passer? Soit il y a une augmentation de la taxe foncière, soit il y a des suppressions de postes. C'est-à-dire qu'il va falloir supprimer des agents dans les crèches, dans les écoles maternelles, dans les différents services pour garder un budget. Je rappelle quand même juste une chose qu'il faut que tout le monde ait bien en tête, et je sais qu'ici aux universités tout le monde l'a, c'est que contrairement à l'État, nous n'avons pas le droit de voter des budgets en déficit, des budgets de fonctionnement. Et donc là où l'État emprunte chaque année 3 000 et quelques milliards d'endettement pour payer ses dépenses de fonctionnement, nous on doit les équilibrer. Donc il n'y a pas d'autre solution pour beaucoup de communes. Il y a de moins en moins de leviers pour assurer les ressources des communes. Tout à l'heure, je vous parlais donc des difficultés que nous avions financières. Je vous disais, ne serait-ce que les fluides, je vous rappelle quand même de 4 millions, on est passé à 10 millions. On a la même chose, si vous voulez, pour l'augmentation des fonctionnaires, c'est 4 millions de plus. Il y a bien un moment, il faut se poser la question. Alors, comme on n'a plus de recettes, disons, il va bien falloir faire des économies, comme dit Pierre. On fait des économies, mais le problème, c'est que les administrés veulent toujours la même qualité de vie. Ils ne veulent pas que vous puissiez diminuer. Donc, il faut essayer de faire le maximum. Alors, c'est vrai, si on a du personnel, la masse salariale, elle est difficile. Si on enlève du personnel, il y a des travaux qu'on ne va pas pouvoir exécuter. Il y a des chantiers qu'on ne va pas pouvoir suivre. Donc, vraiment, on est en difficulté. Donc, il ne faut pas dire le maire ne se lève pas le matin en disant qu'est-ce que je vais faire pour augmenter mes impôts. Ce n'est pas du tout ça. On essaie de gérer le mieux possible. On essaie de gérer comme on l'appelle en père de famille. Mais vous, quand vous allez faire vos courses, vous apercevez aussi que d'un seul coup, le caddie a augmenté. Ah, vous faites des économies, vous n'achetez pas. Eh ben, nous, on essaie de faire la même chose. Alors je le disais, édition 2023 de l'UMOP qui s'est ouverte ici donc aux Pyramides du Port-Marly. Pour terminer cette émission, on va parler des objectifs. On le dit sans cesse chaque année, il y a un maître mot, c'est échanger. Peut-être aussi, je sais que ça vous tient à cœur, Jacques Kozowski, de faire remonter des problématiques aux personnalités politiques qui sont présentes. Maître mot, échanger au cœur de ces journées pour les élus qui sont présents. Oui, et porter aussi une parole, c'est-à-dire que c'est un lieu où on peut se retrouver, on peut apprendre des choses. D'ailleurs, tout à l'heure, en visitant des stands d'entreprise, on a aussi appris beaucoup de choses. Donc c'est un lieu de savoir, c'est un lieu d'échange. C'est aussi un lieu pour porter une parole. Et des élus dits nationaux viennent nous voir, nous font cette amitié. C'est intéressant d'avoir cet échange et qu'ils puissent avoir pleinement conscience aussi des difficultés de plus en plus fortes des communes françaises. Il ne faut pas s'y tromper, les communes en France existent avant l'État. Le tissu national français, c'est le tissu des communes. Et c'est ça qui fonde notre pays. Et donc il faut que nos communes puissent avoir à la fois les moyens et les espaces juridiques leur permettant de travailler. Et donc je disais des personnalités politiques présentes. Qu'est-ce que vous allez leur dire aujourd'hui, Jacques Kozowski ? Vous savez, d'abord, la grande majorité des personnalités qui viennent, ce sont les préfets, les présidents de conseils départementaux, les présidents de conseils régionaux, présidents de la Chambre nationale, de l'Assemblée nationale. Ils connaissent nos difficultés. Simplement, il est bon qu'on leur dise, que ce ne soit pas uniquement par courrier, qu'on leur explique. Ils le savent bien entendu. Et ce qui compte, c'est que maintenant, on puisse être écouté. On est souvent entendu, mais pas écouté. Et on aimerait bien que les difficultés que nous avons, elles soient vraiment entendues et qu'on puisse avoir des réponses. Parce qu'il y a des réponses, on ne va pas pouvoir continuer à laisser les maires en difficulté. Ce n'est pas possible. C'est la France qui est en difficulté. Donc il va falloir que l'on trouve des solutions. Et les solutions ne peuvent venir que du gouvernement et des personnes qui nous représentent. On va terminer avec un dernier tour de micro avec une question plus ouverte et qui va vous être posée par Emmanuel Jean-Étienne, qui est également étudiant à Sciences Po. Une question sur le rôle de maire. Oui, tout à fait. Vous êtes revenu sur les difficultés qui s'opposent aux maires dans le contexte actuel. Depuis les élections municipales, crise du Covid, crise énergétique, crise démocratique même peut-être. Alors je me demande, qu'est-ce que représente pour vous la fonction de maire aujourd'hui ? Et peut-être double question, quelle est l'importance selon vous de cette fonction pour les citoyens ? Pierre Font ? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur l'existence de la commune. Le maire, c'est entre guillemets le chef de la commune. C'est-à-dire qu'avec lui, il y a des fonctionnaires municipaux, il y a des élus, il y a un conseil municipal,
c'est un lieu de démocratie locale. Pour beaucoup de nos concitoyens, c'est le principal lieu de démocratie. Parce que c'est le lieu où on connaît en général l'élu qui habite dans la commune. Donc il y a ce lien extrêmement concret et très direct. Et d'ailleurs, au cours de nos mandats, nos concitoyens nous parlent aussi avec beaucoup de proximité des problèmes, y compris parfois personnels, qu'ils rencontrent dans leur vie. Il faut voir que le maire, c'est vraiment une sorte de médiateur et d'éléments extrêmement forts de la démocratie locale et générale. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est l'élu que nos concitoyens voient le plus, et c'est un élu qui a un pouvoir. Mais comme le disait Jacques tout à l'heure, il ne faut pas qu'il se trompe. C'est-à-dire les contraintes de plus en plus fortes qui pèsent sur les élus réduisent aussi la capacité à faire. Et il peut y avoir une sorte d'ambiguïté avec des concitoyens qui pensent que le maire peut tout et des maires qui sont confrontés à des limitations, à des limites de plus en plus fortes de leur action. Le mot de la fin avec vous, Jacques Kozowski. Oui, je crois que c'est tout à fait vrai. Vous avez la plupart du temps des administrés qui viennent vous voir en disant « Monsieur le maire, vous êtes mon dernier recours ». C'est-à-dire qu'ils ont tout essayé et donc ils se trouvent seuls. Alors, ils attendent une réponse. Ce n'est pas toujours celle peut-être qu'ils souhaiteraient, mais enfin, on leur répond. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, qui vous écoute? Même vous, qui vous écoute? Est-ce que vos parents vous écoutent? Peut-être, je le souhaite, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc là, quels que soient leurs problèmes, et quelquefois, comme dit Pierre, ce sont des problèmes qui sont très personnels, qui seraient même presque, disons, difficiles qu'on donnerait à un médecin. Mais le médecin, il faut le payer. Le maire, il faut venir le voir tranquillement. Puis je terminerai aussi par autre chose. Vous faites Sciences Po. Pensez que demain, c'est vous la France. Donc en faisant Sciences Po, vous devez dire qu'est-ce que demain je peux apporter à la France. C'est sérieux ce que je vous dis. Ce n'est pas des gens de mon âge qui vont faire la France, c'est vous. Donc les questions que vous nous posez, c'est bien, mais essayez de voir, peut-être de vous mettre un jour à notre place et de dire, si j'étais à leur place, qu'est-ce que je ferais? Mais vraiment, allez-y. J'ai dit ça à vos collègues d'ailleurs de Sciences Po. Allez-y, c'est vous la France, on a besoin de vous. Pas trop de pression sur les épaules d'Emmanuel Jean-Étienne. En tout cas, tout à l'heure, il y aura une thématique sur notre plateau de TV78 sur la réforme du statut de l'élu. Faut-il réformer ce statut de l'élu? Merci Jacques Kozowski, merci Pierre Font d'avoir participé à cette émission. Les universités des mairies de l'Ouest parisien qui se poursuivent ici aux Pyramides du Port-Marly. Il y aura notamment tout à l'heure à suivre également des interviews avec les personnalités politiques présentes. C'est toute la journée sur TV78. Belle journée à tous.